Alors bonjour tout le monde et bienvenue au Zoom de préparation à Shavuot, la grande fête de Métikout pour Shavuot. Aujourd'hui c'est Erev Shavuot, donc ce soir on va rentrer dans la fête de Shavuot et on est très très content donc que cette fête-là elle nous arrive. Cette fête elle arrive maintenant, c'est une grande simcha et c'est une grande joie. Alors, dans cette fête-là maintenant, dans ce moment de préparation à Shavuot, qu'on se réunit pour se préparer ensemble, on va raconter des histoires, chanter des chants, dire des divrei Torah et des devinettes sur la Megillat Ruth. Vous avez peut-être déjà entendu sur la ligne téléphonique de Métikout l'introduction, le premier chapitre de l'histoire de Akiva de Vinci. Je vais bientôt le reprendre, je vais bientôt reprendre cette histoire-là. Mais juste avant de commencer le premier chapitre de l'histoire, je voulais d'abord dire quelque chose. Vous savez que la fête de Shavuot, c'est écrit dans les Sfarim que c'est considéré comme le Yom Hadin, comme le Rosh Hashanah de la Torah. Ça veut dire, autant qu'à Rosh Hashanah, alors Hachem il va décréter sur nous toutes les choses de notre vie. Alors aussi, quand ça arrive maintenant Shavuot, c'est le Yom Hadin, le jour de jugement que Hachem, il décrète sur nous, sur la Torah. Et a priori, il y a une grosse question sur ça, parce que encore, combien de pommes de terre quelqu'un il va manger et combien de santé une personne va avoir, ça je comprends qu'il y a besoin que Kadosh Baruch Hu, il fasse un din, que Hachem, il va décider, que Hachem va fixer combien de nourriture, combien de réussite, combien de guérison, combien de choses matérielles on aura. Mais a priori, on peut se demander, pour la Torah, pour Matan Torah, ça dépend de la personne, que la personne, elle va prendre sur elle d'étudier la Torah, que la personne, il va aller s'asseoir, il va aller étudier la Torah. Comment est-ce que c'est possible qu'on nous dise que à Shavuot, Hachem, il va décréter pour nous combien de Torah on va avoir si c'est quelque chose qu'on a la Bechira qui est entre nos mains? D'autant plus que quand moi je donne un cadeau à quelqu'un, si moi j'ai un objet et je veux l'offrir à quelqu'un d'autre, et lui, il prend le cadeau que je lui donne, alors en réalité, il se passe deux choses. Il se passe premièrement que moi, je le lui ai donné, ça s'appelle Netina, et il se passe aussi que lui, il a reçu, ça s'appelle Kabbalah. Maintenant, à Shavuot, Hachem nous a donné la Torah, mais nous aussi, on l'a reçue. Chaque année de nouveau, on fête la fête de Shavuot, on fête le Matan Torah, donc le don de la Torah. A priori, on pourrait demander, mais il ne s'est pas seulement passé un Matan Torah, c'est pas juste que Hachem a donné la Torah au Ham Israël, il y a aussi le fait que Hachem, il a donné la Torah et donc ça fait que maintenant on l'a reçue. Donc il y a aussi la Kabbalat à Torah. Pourquoi est-ce que cette fête, elle s'appelle Matan Torah, voire donner la Torah, et pas Kabbalat à Torah? La réponse aux deux questions est la même. La réponse est que en réalité, les béné Israël, ils ont reçu la Torah de Hachem. C'est comme si moi, je veux donner un objet à mon ami, moi, je lui donne. Ça, c'est ce que je fais de mon côté. La question maintenant, c'est est-ce que lui il va le recevoir? Est-ce que lui il va le prendre? Hachem, il nous donne la Torah. Maintenant, c'est à nous de la prendre. Ça ne peut pas s'appeler Chag Kabbalat Torah parce que la Kabbalat Torah, elle dépend de nous, elle dépend de nos efforts. Mais si c'est comme ça, alors la question revient encore plus. Comment est-ce qu'on peut dire qu'à Shavuot, Hachem, il va décréter pour nous combien on va pouvoir étudier la Torah alors que c'est quelque chose que voilà, c'est la Kabbalah, ça dépend de ce que nous on va recevoir. La réponse est magnifique. La réponse, c'est que à Shavuot, ça ne va pas être seulement, je veux dire, à Shavuot, c'est vrai que nous, on doit décider combien on veut étudier la Torah. Mais Akadosh Baruch Hu, le jour de Shavuot, il va décréter sur nous combien on aura de siyata d'Ishmaya, combien est-ce que nous, on va réussir à bien étudier la Torah pendant l'année, combien nous, on aura de la tzlacha, combien quelqu'un, par exemple, est-ce qu'il aura une bonne place, par exemple, dans son chiour, disons, il va s'asseoir au chiour, et est-ce que dans le cours de son rave, il aura une bonne place? Est-ce qu'il va bien réussir à dormir, par exemple, pour après être bien en forme, pour bien écouter le chiour, pour bien écouter le cours? Est-ce qu'il aura une bonne chavruta? Est-ce que les éléments de sa vie vont bien s'arranger? Toutes ces choses-là, c'est ça ce qui va être décidé à Shavuot. C'est sûr que de décider que je veux aller étudier la Torah, ça dépend de moi. Ça, c'est chacun qui doit prendre sur lui-même. Mais à Shavuot, ce que Akadosh Baruch Hu, il va donc décréter sur nous, c'est combien est-ce que nous, on aura de la siyata d'Ishmaya
Combien est-ce que nous, on va bien réussir à pouvoir avoir tous les moyens qui vont être pour qu'on puisse étudier la Torah? Et ça, c'est quelque chose qu'on doit demander à Hachem. Ça, on doit dire à Hachem, Hachem, on a envie d'étudier la Torah. Hachem, on a envie de pouvoir grandir dans la Torah. S'il te plaît, Hachem, donne-nous tous les moyens pour qu'on puisse l'étudier. Et ça, c'est quelque chose de très, très spécial de Shavuot. Alors, je vais commencer maintenant l'histoire de Akiva de Vinci. J'ai déjà raconté le premier chapitre, mais je vais répéter encore une fois en résumé, un petit peu plus court, et après je vais avancer. Cette histoire de Akiva de Vinci, elle a plusieurs chapitres, elle fait plusieurs chapitres, mais je vais la partager comme ça, donc en plusieurs chapitres, et comme ça, on pourra l'entendre au fur et à mesure. Juste avant de reprendre, je voulais juste vous dire quelque chose. Je vois qu'il y a des enfants qui envoie des réactions, qui envoie des petites images. C'est pas nécessaire de faire ça et ça perturbe un petit peu. Alors, je demande d'arrêter, je demande qu'on arrête d'envoyer ça et comme ça, je peux maintenant continuer. Alors, l'histoire de Akiva de Vinci, c'est une histoire qui s'est passée c'est une histoire qui s'est passée en Italie. En Italie, il y a un petit village entre Rome et Venise, il y a un petit village qui s'appelle Vinci. Et dans ce petit village, il y avait, ça fait 500 ans, un savant qui habitait, qui s'appelait Léonard. On l'appelait Léonard de Vinci. C'était un peintre, un scientifique, un homme très, très intelligent. Et les Italiens, ils sont très fiers de Léonard de Vinci. En tout cas, dans ce petit village de Vinci, ça fait quelques dizaines d'années, il y avait un monsieur qui s'appelait Sergio. Sergio, c'était un monsieur qui était pauvre, un monsieur qui venait d'une famille pauvre, qui n'était pas un monsieur qui avait très bien réussi dans sa vie, mais une chose, il avait, et c'était pas une grande qualité, c'était un menteur. C'était un menteur, il savait bien parler, il savait bien embobiner les gens, il savait bien dire toutes sortes de choses pour que les gens lui fassent confiance, mais les gens l'appréciaient pas tellement. Et ce monsieur-là, il est arrivé jusqu'à l'âge de 40 ans, il n'a toujours pas trouvé avec qui se marier, personne ne voulait se marier avec lui. Quand il avait 40 ans, un jour, il marchait dans la rue, là-bas à Vinci, et tout d'un coup, il y a une madame qui lui dit, excusez-moi, monsieur, est-ce que vous savez c'est où la banque? Et monsieur Sergio, il dit, ma banque, vous cherchez ma banque? Il n'avait pas de banque, il avait à peine un travail, mais il a inventé qu'il avait une banque. La madame lui a dit, ah, vous avez une banque? Ah bon? Il dit, bien sûr, j'ai une banque, j'ai des hôtels, j'ai des magasins, j'ai des bateaux à moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et la madame lui a dit, ben moi, j'ai une grosse somme d'argent que je voudrais investir dans une banque. Est-ce que je peux la mettre chez vous? Et lui, il lui a dit, mais bien sûr, il a fait venir chez lui à la maison, il lui a signé un papier et la madame lui a déposé une grosse somme d'argent. Ensuite, cette madame-là, elle a continué un petit peu à rester en contact avec lui et de temps en temps, elle revenait pour déposer encore de l'argent ou bien pour tirer une somme d'argent. Lui, il n'avait pas une banque, mais il a utilisé l'argent, mais il gardait un petit peu d'argent de côté au cas où elle va venir pour tirer l'argent. Et là, au bout d'un moment qu'ils se connaissaient et qu'ils ont parlé plusieurs fois ensemble, alors elle lui a raconté qu'elle cherchait à se marier. Et lui, il a dit, mais moi aussi, je cherche à me marier. Et ils se sont bien entendus, surtout qu'elle voyait que c'est un homme riche, que c'est un homme qui a tellement de connaissances et tellement de choses intéressantes. Elle s'est dit, voilà, il pourra me rendre heureuse, je pourrai bien réussir avec lui dans la vie. Et ils se sont mariés. Ils se sont mariés, mais au fur et à mesure, elle a vu que c'était un menteur. Quand elle lui demandait de l'argent, il disait, ah, l'argent, il est investi, bientôt, bientôt, il y aura de l'argent. Et mes hôtels, ils sont en train, vraiment, je suis en train de rouvrir tous les hôtels et bientôt on sera riche. Mais c'était que des mensonges, il avait rien du tout. Et au bout d'environ un an, elle lui a dit, ça y est, j'en peux plus, je veux aller refaire ma vie, je vais aller chercher quelqu'un avec qui je pourrais vivre heureuse, avec toi, je m'arrange pas du tout. Et comme c'était une semaine après son accouchement, elle lui a dit, écoute, je veux même pas de ce bébé, tiens, je te le laisse et laisse-moi tranquille. Alors voilà, j'en étais arrivé environ ici dans le premier chapitre que j'ai déjà raconté dans mes Tikouts. Et maintenant, j'avance. Maintenant, j'avance dans l'histoire. Alors, Monsieur Sergio, il s'est retrouvé alors avec un bébé et il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas comment éduquer un enfant. Il ne savait pas comment s'occuper d'un enfant. Et maintenant, il était tout seul. Et là, Sergio, il décide que même si lui, il a raté sa vie, mais son fils, il va pas rater sa vie. Il veut que son fils, il va bien réussir dans sa vie. Il veut que son fils, il soit un grand savant, il soit quelqu'un de très intelligent et qui réussisse très très bien dans sa vie. Sergio, il a appelé son fils Léonard. Et il se dit, cet enfant-là, il sera Léonard de Vinci numéro 2. Il y avait, ça fait 500 ans déjà,
un Léonard de Vinci, mais celui-là, mon fils, il sera le Léonard de Vinci numéro 2. Il lui a donné la meilleure éducation. Il lui a acheté des beaux habits. Il lui a payé le meilleur GAN, la meilleure école maternelle qu'il y avait là-bas. Et ensuite, il lui a acheté des beaux jouets. Il lui a acheté tout ce qu'il avait besoin. Le problème, c'est que Sergio, il travaillait pas. D'où est-ce qu'il avait de l'argent? Eh bien, Sergio, c'était un voleur. Sergio, il allait voler et dans des maisons, et aussi il allait à la plage. Et quand il y avait des gens, quand il y avait des touristes, il y avait beaucoup de gens qui venaient visiter la ville de Vinci. Et quand les gens, ils allaient, là-bas, il y avait un lac. Et quand les gens, ils allaient là-bas pour se baigner dans le lac, alors lui, il venait tout doucement, il prenait les sacs des gens, il leur volait leur argent. Des fois, il rentrait dans des magasins, il volait. Et il se débrouillait pour avoir ce qui était nécessaire, pour avoir de l'argent. Et comme ça, il pouvait payer pour son fils Léo. Il l'appelait Léo, pas Léonard, c'est un nom un petit peu long. Et comme ça, il lui payait tout ce qu'il avait besoin. Cet enfant, Léonard, il a grandi, il était vraiment très intelligent. Il était tout le temps avec des enfants de riches, il avait tout le temps les habits les plus chers, et quand il est rentré à l'école, son père, il l'a inscrit dans la meilleure école qu'il y avait dans la ville, et son père, il passait des heures avec lui pour faire avec lui les devoirs, pour le motiver, pour l'aider à bien apprendre, et tout le temps, il lui disait, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas réussi dans ma vie, mais toi, mon fils Léo, toi, tu vas bien réussir, toi, tu seras Léonard de Vinci numéro 2. Alors, plusieurs années sont passées et à l'âge de 15 ans, Léo, il a terminé l'école, il avait sauté 2 classes, il était l'enfant avec les meilleurs résultats de toute l'école, il avait très très bien réussi ses études et maintenant son père, il voulait qu'il rentre dans la meilleure université du pays. Alors, Léo, qui avait des excellentes notes, il s'est inscrit à l'université et une semaine après, il reçoit une lettre de l'université et c'était écrit, votre fils est brillant, votre fils Léo est accepté dans la meilleure université du pays. Alors Sergio, il était content, il a dit à son fils, tu vois, voilà maintenant tu réussis bien, c'est comme ça qu'on réussit bien dans la vie, tu vas apprendre un grand métier, tu seras un homme riche, tu seras un homme important. Tu vas très très bien réussir dans ta vie. Et comme je t'ai dit, Léo, toi tu seras Léonard de Vinci numéro 2. Et quand ils tournent la page, la lettre qu'ils ont reçue de l'université, dès qu'ils tournent la page, ils voient qu'il y avait une suite dans la lettre. La suite de la lettre, c'était écrit, voici le prix que ça coûte à l'université tous les mois. Et là, Sergio, il dit, non, c'est pas possible. C'était 3 fois le prix qu'il payait à l'école. Et ça, Sergio, il avait aucun moyen de payer. Surtout qu'il s'était un petit peu affaibli, il était un petit peu malade, son cœur, il lui faisait mal, son cœur, il tirait. Il avait un diabète, ça veut dire il avait une maladie de sucre. Il n'était pas en très bonne santé. Et Léo, il voit que son père, il voit ça, et Léo, il dit à son père, papa, on va s'arranger, papa, ne t'inquiète pas. Mais son père, il lui dit, non, 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 c'est impossible. Jusqu'à maintenant, je m'arrangeais pour voler un petit peu, pour avoir des choses par-ci, par-là. Mais comment je vais faire maintenant pour une somme pareille? C'est impossible. Soit que j'aille travailler, soit que j'aille voler, je ne pourrai jamais avoir une tellement grande somme. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Tout va bien? Oui, oui, Super. on entend. Merci. Alors, Léo, il voit que son père, il est tellement triste, il est tellement malheureux. Il lui dit, papa, mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Et Sergio, il lui dit, mon fils, je ne sais pas. Jusqu'à maintenant, je m'arrangeais, je trouvais des solutions, mais maintenant, je ne sais pas quoi faire. Je suis désolé, je ne peux pas te payer cette université. Alors Léo, il était triste d'un côté, d'un autre côté, il aimait beaucoup son père, il voulait pas que son père il se fatigue trop et que son père il fasse des choses qui sont impossibles. Léo, il a dit à son père, papa, c'est pas grave, je vais rester à la maison, je vais me débrouiller. Alors l'année, elle commence, Léo, il est chez lui, il a obtenu des livres et tous ses amis sont partis dans des universités pour faire des études, mais lui, il est chez lui, il lit des livres, il essaye d'apprendre et son père, il est malheureux. Son père, il est triste. Son père, il voulait tellement que Léo y réussisse mais maintenant, son père, il n'a pas comment lui payer ça. Et le papa, Sergio, il est triste. Un soir, Sergio, il sort pour se promener avec son fils Léo. Ils se promènent dans la rue et ils marchent un petit peu. Et tout d'un coup, ils sont fatigués. Alors, ils s'assoient sur un banc. Et ce banc-là était devant un arrêt de bus. Et au bout de quelques minutes, il y a un bus qui s'arrête. Ce bus-là, il revenait de la grande ville qui était à côté de Vinci.
Et il y avait des gens qui travaillaient pendant toute la journée dans la grande ville, et en fin de journée, ils revenaient à Vinci, ils revenaient chez eux. Et donc, ils regardent et ils voient que de ce bus-là, il y a toutes sortes de gens qui descendent, des gens qui avaient travaillé dans la grande ville. En dernier, il y a une madame qui descend, Madame Sandara. Madame Sandara, c'était une dame qui habitait pas loin de chez eux, qui les connaissait très bien, qui s'était occupée de Léo quand il était petit, qui aimait beaucoup Léo depuis qu'il était enfant. Et cette Madame Sandara, elle descend du bus, elle regarde Sergio, elle regarde Léo, et elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes tellement triste? Sergio, il lui dit, laissez tomber, Madame Sandara, vous êtes très gentille, mais laissez tomber, c'est trop compliqué. Et Sandara, elle dit, non, 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 je laisse pas tomber, je me soucie de vous. Vous êtes toujours souriant, vous êtes toujours de bonne humeur. Pourquoi est-ce que vous êtes tellement triste maintenant? Et Sergio, il lui dit, Sandara, tu peux pas nous aider, tu vas pas comprendre, c'est trop compliqué. Sandara, elle s'assoit sur le banc en face de eux, elle dit, je veux comprendre, racontez-moi ce qui se passe. Alors Sergio, il commence à tout lui raconter. Il lui dit, voilà, vous savez, Madame Sandara, moi je voulais toujours le meilleur pour mon fils, mais j'ai pas les moyens de lui payer le nécessaire. Alors, comment vous dire, je suis un voleur, j'ai beaucoup volé, et comme ça, j'ai eu suffisamment d'argent pour payer les études de mon fils jusqu'à maintenant. Mais là, maintenant, il doit rentrer à l'université, il sort de sa poche la feuille de l'université et il lui montre, voyez, voilà, il a été accepté à la meilleure université du pays, mais j'ai aucun moyen de payer. Vous me dites, Sandara, que vous voulez m'aider, mais vous n'avez pas l'argent pour payer ça. Il n'y a rien à faire. Voilà, maintenant, mon fils, il reste à la maison. Et maintenant, mon fils, il ne pourra pas faire ses études. Sandara, elle écoute. Elle est triste avec eux. Et au bout de quelques instants, elle dit, j'ai peut-être un plan. J'ai peut-être un plan que je peux vous aider. On continuera tout à l'heure la suite de l'histoire de Akiva de Vinci. Alors maintenant, je voulais qu'on fasse un petit peu des devinettes sur la Megillat Ruth. Et tous ceux qui ont une Megillat Ruth devant eux, tous ceux qui ont pris, j'avais demandé de préparer une Megillat Ruth, tous ceux qui ont une Megillah, ils peuvent maintenant allumer leur micro et je vais poser des questions. Mais attention, quand on allume le micro, c'est que à condition qu'il n'y a pas de bruit autour de vous. S'il y a du bruit, ça va déranger. Alors faites attention qu'il n'y a pas de bruit. Alors, la première question que je veux demander, la première question, la première devinette que je veux demander, c'est quel rapport entre une des belles-filles de Naomi et le roi d'Égypte? Ceux qui n'arrivent pas à allumer leur micro, ils peuvent envoyer un message pour qu'on leur allume le micro ou bien écrire par Ok, message la réponse. Je répète la question. c'est Quel bon. rapport entre le roi d'Égypte, et donc le Melech Mitzrayim et une des belles-filles de Naomi? Réfléchissez, essayez de trouver un rapport entre une des deux belles-filles. Naomi, elle avait deux belles-filles. Une des deux belles-filles de Naomi et le roi d'Égypte. De regarder dedans? Le père du roi d'Égypte, c'était le père de la belle-fille. Non, c'est pas ça. Le roi Mais on d'Égypte, doit pas son regarder père. dans la Megillah de Ruth? On peut regarder. C'est les mêmes Je sais lettres. pas. Bravo, c'est les mêmes lettres. Qui c'est qui a dit que c'est les mêmes lettres? Meyer. Qui ça? C'est Comment tu moi. t'appelles? Meyer et Vrond. Moi. Yaakov Ah oui. Yitzhak. Yaakov Yitzchak Meir. Gabriel Sabag. Paro, Paro, c'est les mêmes lettres que Orpa. Exactement. Paro, c'est les mêmes lettres que Orpa. Bravo, Yaakov Yitzchak. Je passe maintenant à la deuxième question. C'est une question de guématria. Elle est un peu plus difficile. La question, c'est quel rapport entre Naomi et un nuage? Quel Bah, rapport Naomi. entre Naomi et un nuage? C'est un Hanan. Ça ressemble les lettres. C'est les mêmes Anan, lettres. C'est les non, c'est mêmes pas les lettres. mêmes lettres. Non, c'est pas les mêmes lettres. Naomi, Mais je c'est sais pas les pas, mêmes j'ai Bah, lettres pas. que ça Anan. ressemble à un nuage. Dans la même gematria. La même gematria, exactement. Naomi, c'est Nun, Aïn, Mem, Yud, c'est la gematria de C'est pas ça. 170. Et Anan, c'est exactement la même gematria. Bon, maintenant une devinette pour Mais, ceux qui ont euh, terminé. Maintenant, les enfants, une devinette pour ceux qui ont déjà ok. terminé Masechet Brachot en Mishnayot. C'est une question seulement pour Oui, ceux moi. qui ont déjà terminé Moi. tout Masechet Brachot en Mishnayot. Moi. Alors, regardez dans la Megillah. Chut, chut. Regardez dans la Megillah.
vers la fin de la Megillah, c'est écrit que Boaz, il est parti dans son champ et Boaz, il a dit quelque chose au Kotzrim. Il a dit au Kotzrim une phrase. Il a dit Il a Hachem dit au Imachem. Kotzrim, Hachem Imachem. Quel rapport avec la fin de Masechet Brachot? On voit les mêmes mots. On voit que Après la fin de On voit Masechet la même Brachot, chose. on voit faisait, on que est c'est Mevarech un et peu la même Chavero. chose. on dit Et on lui dit Hachem Imachem. quand on l'appelle par le nom d'Hachem. Bravo, exactement, exactement. Maintenant, une devinette sur tout au début de la Megillah. Quel rapport entre une maison et du pain? Quel rapport entre une maison et du pain? Bethléem. Les gars sont venus demander Dans une maison, il y a du pain. Bethléem. Ils habitaient à Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain, littéralement. Bon, maintenant on passe à une question un peu plus difficile. Quel rapport entre Kriyat Yamsouf et un personnage qui se trouve dans les derniers psukim de la Megillah? Vraiment, dans les 5 derniers psukim de la Megillah, il y a une personne qu'on la retrouve à Kriyat Yamsouf. Narshon. Bravo, Narshon. C'était qui Narshon à la fin de la Megillah? Le fils de David. Non, pas le fils de David. Le grand-père Le gouverneur. Un des ancêtre de ancêtres de David. David. Un ancêtre de David, exactement. Bravo. Bon, combien de C'était générations, Ruth, elle descendait de David. combien de générations entre Avraham Avinu et David Amelech? 4. C'est écrit à la fin de la Megillah. Mais non, entre Avraham Avinu et 15. David Amelech. Il ne faut pas dire en l'air. Il faut pas dire en l'air. Regardez à la fin de la Megillah. 14. Qui c'est qui a dit 14? Moi, C'est qui toi? Gabriel, Gabriel comment? Cohen. Gabriel Cohen. Bravo, c'est 14. D'où tu savais que c'était 14? Bah, je sais pas. Tu as dit en l'air? Quoi? Tu connaissais ou bien tu as dit Stam en numéro? Je connaissais un peu. Bravo. Alors, je vais vous dire c'est quoi les 14 générations. Il y a Avraham, Yitzhak et Yaakov, ça fait déjà 3. Ensuite, Yehuda, Peretz et Chetzron, ça fait déjà 6. Ensuite, il y a Ram, Aminadav et Nachshon, ça fait déjà 9. Ensuite, Shlomo, Boaz, oui. Oui, qui c'est qui m'a appelé? Ensuite, il y a Shlomo, Boaz et Oved, ça fait déjà 12. Et Ishaï et David, ça nous fait donc 14. Exactement. Bon, ben bravo. Maintenant, quel rapport entre Ruth et la paracha de Matan Torah? Parce que Quel David, rapport? il est à Shavuot. Pareil, Quel rapport David, entre il est niftar à chaque fois. il est niftar à Shavuot. Je parle pas seulement. Oui, qui c'est qui m'appelle? Il est niftar à chaque fois, David Ameller. Non, je ne parle pas de ça. Je parle maintenant de la paracha de Matan Torah, parachat Yitro. Quel rapport entre Yitro et Ruth? J'étais à Strasbourg. Yitro, il était en famille avec Ruth. Pas exactement, mais Yitro et Ruth, c'est presque les mêmes C'était lettres. Guérim. C'est peut-être les mêmes lettres. C'est presque les mêmes lettres. Bravo, c'est ça. C'était Guérim. Bravo, Les deux, les enfants, c'était qui c'est qui est en train de m'appeler? Il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler. C'est qui? Oui, c'est moi, Rav Yosef. Oui, Vous m'entendez? je t'entends très bien. Ah, ok, bah, je pensais que ça marchait pas. D'accord. Alors, Yitro, c'est presque les mêmes lettres. Enfin, il y a la même racine que Ruth. Exactement. Maintenant, regardez à la fin de la Megillah. À la fin de la Megillah, dans le Perek Dalet, c'est écrit là-bas Vatomarna Anashim El Naomi. Est-ce que vous voyez à la fin de la Megillah? À la fin de la Megillah, c'est écrit Vatomarna Anashim El Naomi. Est-ce que vous savez quel rapport entre ce pasouk-là et un Brit Mila? Je répète, à la fin de la Megillah, c'est écrit un pasouk,
Vatomarna Anashim El Naomi. C'est environ 10 psukim avant la fin de la Megillah. C'est écrit Vatomarna Anashim El Naomi. Ma question, c'est quel rapport entre ce pasouk-là et Brit Mila? Non, 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 Est-ce non. qu'on le Il y a dit là-bas dans la des Brit livres. Mila? J'ai pas compris la Qu'est-ce qu'on dit à question. la Brit Mila? Qu'est-ce qu'on dit à la Brit Mila? Le basouk. J'ai pas compris On la dit question. là-bas, encore une fois, là-bas, je vais lire le pasouk. Dans le pasouk, c'est écrit Vatomarna Anashim El Naomi. Les femmes ont dit à Naomi Baruch Hashem, Asher lo ishbit lach goel hayom, veikare shemo beIsraël. Et ces mots-là, c'est des mots qu'on dit au Brit Mila, on dit veikare shemo beIsraël. Et ça vient de là. Et ça vient de ce moment-là. Bon, voilà, bravo les enfants. Kol hakavod à ceux qui ont répondu. Et je veux maintenant vous dire quelque chose, mais je demande encore une fois, je demande d'arrêter les réactions, d'arrêter de mettre ces petites emojis là, les petites réactions. Je demande d'arrêter de mettre ça. On m'entend? On m'entend maintenant? Oui, c'est bon. Ok, merci. Le Chafetz Chaim, il dit la chose suivante. Il dit le Chafetz Chaim, imaginons, c'est pas une vraie histoire, mais imaginons qu'il y a un pauvre monsieur qui s'appelle Zundel. Un monsieur, un juif, il est très pauvre, il n'a pas d'argent, il a besoin d'argent, ce monsieur. Et Zundel, il se dit, mais qui c'est qui peut m'aider? Comment est-ce que je peux avoir de la parnassa? Alors, qu'est-ce qu'il fait Zundel? Il va à la choule, et à la choule, il y a un riche monsieur qui s'appelle Meshulam. Et Zundel, il va donc chez Meshulam. Et Zundel, après la tfila, il dit à Meshulam, Meshulam, tu sais, j'ai vraiment besoin d'argent. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, m'aider? Alors Meshulam, il lui dit, pourquoi est-ce que tu as besoin d'argent? Et Zundel, il dit, ben, j'ai besoin d'argent parce que voilà, j'ai ma famille, maintenant c'est l'hiver, j'ai besoin d'acheter un chauffage, j'ai besoin d'acheter ce qui est nécessaire à la maison, et peut-être aussi des bottes pour mes enfants, et un manteau pour ma femme. S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner de l'argent? Alors, Monsieur Meshulam, il lui dit, très bien, avec plaisir, viens chez moi, j'ai un moment disponible ce matin, tu pourras venir chez moi ce matin à 11h15. Ce matin à 11h15, j'ai un moment disponible, viens chez moi et je vais t'aider. Alors, Zundel, il dit merci beaucoup. Et Meshulam, à 11h15, il est chez lui à la maison. Il attend tranquillement. Donc, il avait entre deux rendez-vous. Il avait pris le temps pour recevoir Zundel. Il attend tranquillement. Et Zundel, il vient pas. Meshulam, il attend 11h20, 11h25. Il se dit, quel dommage. Il a déjà préparé le carnet de chèques pour lui faire un chèque. Quel dommage que Zundel n'est pas venu. Mais bon, il se dit peut-être qu'il a eu un empêchement. Tant pis. Le lendemain, après la tfila, de nouveau, Zundel, il va chez Meshulam. Et Zundel, il dit, Meshulam, j'ai vraiment besoin d'argent. S'il te plaît, aide-moi. Alors Meshulam, il lui dit, je t'ai attendu hier. Viens aujourd'hui. Pourquoi? C'est Aujourd'hui, tout. j'ai une disponibilité aujourd'hui à 11h moins quart. Tu pourras venir et je vais t'aider avec plaisir. Alors à 11h moins quart, Meshulam, il attend tranquillement. Il attend, il attend. Et Zundel, il ne vient pas. Le troisième jour, quand après la tfila, Zundel, il dit à Meshulam, Meshulam, j'ai besoin d'argent, donne-moi d'argent. Meshulam, il veut lui dire, attends, mais tu te moques du monde ou quoi? Je t'ai dit oui, je t'ai dit que je veux te donner. Mais pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu pour chercher l'argent? Il dit le Chafetz Chaim, tous les matins, quand on fait la tfila, on dit Avinu Avarachaman, Ten Belibenu Bina, donne-nous de l'intelligence, les Avin, les Aski, l'Ilmod ou les Lamed, et Kol Divrei Talmud Torah Techa Be'ava. On dit Hachem, on est des pauvres. On veut Hachem que tu nous apprennes à étudier, on veut Hachem que tu nous aides à bien étudier la Torah. Hachem, il dit avec plaisir, viens au Beth Midrash et je te fais le chèque. Viens au Beth Midrash, commence à étudier et moi je vais t'aider. Le problème, c'est que Akadosh Baruch Hu, il attend au Beth Midrash. Hachem, il attend, il attend. Et la personne ne vient pas étudier. Ou bien même si elle vient étudier, des fois, il va parler des futilités. Des fois, il va pas faire assez d'efforts pour son limoud. Hachem, il dit, quel dommage. Je voulais te donner les cadeaux. Le lendemain, le monsieur, il va à la choule. Il dit, Hachem, bah, vous, ravotez-nous pour le mérite de mes ancêtres.
aide-moi à étudier la Torah. Hachem, il dit, ok, pas de problème. Viens à la choule, viens au Beth Midrash, je vais t'aider. Hachem, il attend. Et le monsieur, il vient pas. Le troisième jour, pas comme dans l'histoire de Meshulam, Akadosh Baruch Hu, il continue à attendre. Et là, Hachem, il entend le monsieur, il dit, Atachonen le Adam Da'at, Ashivenu avinu le Toratecha. Hachem, il dit, mais je vais tout te donner, juste commence à faire des efforts. Il dit, le Chafetz Chaim, combien on doit réaliser qu'Akadosh Baruch Hu, il veut juste qu'on fasse l'effort. Hachem, il veut juste qu'on s'investisse, qu'on se lance, qu'on commence à étudier, qu'on commence à faire les efforts. Et Hachem il nous donnera la Siyata d'Ishmaïa. D'ailleurs, Raphaël Kanievski, il dit que dans la tfila qu'on fait tous les matins, on dit justement vous ravotez-nous. Et ensuite, on dit Veten belibenu bina, donne dans notre cœur de l'intelligence, les avin, donc de comprendre, les askil, c'est de bien réfléchir. Et seulement après, on dit l'ilmod pour étudier. Il dit Raphaël Kanievski, mais je ne comprends pas. Est-ce qu'un homme, il a besoin de l'intelligence avant d'avoir étudié ou bien après? Il dit c'est après. D'abord l'ilmod, d'abord commence à étudier. Et là, il te faut de l'intelligence pour bien comprendre. Mais comment est-ce qu'on demande à Hachem de comprendre avant de commencer à étudier? Il dit Raphaël Kanievski, mais c'est décalé. Il répond quelque chose d'extraordinaire. Il dit Raphaël Kanievski, en réalité, la première chose, avant déjà de commencer à étudier, c'est déjà de comprendre qu'il faut étudier. C'est déjà de comprendre que c'est ça la chose la plus importante. Une fois, hein, il y avait, je crois que c'était Rav Shach, qui a demandé à quelqu'un, il lui a dit, à ton avis, ou bien peut-être que c'était Rav Steinman, il lui a dit, à ton avis, en combien de temps le Chazon Ish, il est devenu le Gadol Hador? En combien de temps il est devenu un tellement grand Talmid Chacham? Alors ce monsieur, il lui a dit, moi je pense qu'avec des dizaines d'années d'investissement, le Rav, il a dit non, c'est pas vrai. Moi je pense qu'il est devenu un Talmid Chacham de si grand niveau en 10 secondes. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire en 10 secondes? Ça ne met pas 10 secondes d'apprendre toute la Torah, il a dit, c'est vrai. Mais il a pris une décision. Et cette décision-là, elle lui a mis 10 secondes. Il a pris une décision sérieuse. Il s'est dit maintenant, à un certain moment de sa vie, le Chazonish, il s'est dit, maintenant, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Maintenant, la seule chose qui m'intéresse maintenant, c'est d'étudier la Torah, de grandir dans la Torah, de m'investir de toutes mes forces. Et une fois qu'il a pris cette décision, alors bien sûr, après, il a continué à se construire et à faire des efforts. Et bien sûr que c'est un grand travail. Mais ce moment-là de décision, c'était ça la clé. C'était ça le moment où il a décidé, et c'était là qu'il a grandi et que grâce à ça, il est arrivé où il en était. Alors, Shavuot, c'est un moment extraordinaire. Et Shavuot, c'est un moment qu'on peut prendre cette décision-là, qu'on peut se dire, voilà, maintenant je comprends maintenant que autant que les Béné Israël, ils avaient dit Naaseh Venishma, eh ben, je comprends que la chose la plus valorable, la chose la plus importante dans le monde, c'est l'étude de la Torah. Et maintenant, je prends ça sérieusement sur moi. Maintenant, je veux faire tous les efforts requis pour pouvoir grandir et m'investir dans la Torah. Alors, j'avais dit qu'on va chanter un chant que c'est le chant de Metikut en fait. En fait, le mot Metikut, il vient d'une parole du Or HaChaim Akadosh, que le Or HaChaim Akadosh, il dit, Imayu bene Adam, si les hommes margishim, ils ressentaient Metikut va'arevu tov Torah, si les gens ils ressentaient la douceur de la Torah, alors les gens auraient été enflammés, les gens auraient tellement aimé étudier la Torah. Alors, je voudrais maintenant qu'on chante ensemble ce chant-là avec un air que vous connaissez déjà, mais je vais quand même vous apprendre. Je vais quand même vous apprendre comment chanter cet air-là. Et je veux que vous chantez avec moi. Je voudrais que maintenant vous allez chanter avec moi. Celui qui a maintenant une possibilité d'allumer son micro, et si ça fait pas trop de bruit, si on entend bien, alors il peut maintenant l'allumer. Regardez maintenant, est-ce que vous voyez maintenant le tableau, le poster de Metikut? Est-ce que vous le voyez? Alors, vous pouvez maintenant rallumer les micros. Est-ce que vous arrivez à allumer les micros? Ceux qui ont pas trop de bruit, ceux qui n'ont pas de bruit autour d'eux, vous arrivez maintenant à allumer les micros? Attends une seconde. Voilà. Moussa, voilà. Oui, c'est Simon, bon. il a- Alors, il m'a alors les enfants, écoutez bien. Je vais d'abord le chanter une fois. Je vais d'abord le chanter une fois. Et ensuite, vous Ok. pouvez le reprendre avec moi. Écoutez bien. Je répète encore une fois. Attention qu'il n'y ait pas de bruit par derrière. Alors, je commence maintenant le chant.
אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. Si les gens ressentaient la douceur de la Torah et combien elle est agréable, ils seraient tellement émerveillés qu'ils s'enflammeraient pour elle. Mais t'écoute, mais t'écoute, mais t'écoute, la douceur de la Torah. Moi j'écoute, tu écoutes, on écoute, mais t'écoute. Qui a Torah kolelet, kol hatovot shebaolam. Car dans la Torah se trouvent toutes les merveilles du monde. Les enfants reprennent maintenant tous ensemble. Im hayu bnei adam margishim bimtikut arevut tov haTorah, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. Si les gens ressentaient la douceur de la Torah et combien elle est agréable, ils seraient tellement émerveillés qu'ils s'enflammeraient pour elle. Mais t'écoutes, la douceur de la Torah. Moi j'écoute, tu écoutes, on écoute, mais t'écoutes. Qui a Torah kolelet, kol hatovot shebaolam. Car dans la Torah se trouvent toutes les merveilles du monde. Im hayu bnei adam margishim dvarei Torah ומתלהטים אחריה. Mais t'écoutes, la douceur de la Torah. Moi j'écoute, tu écoutes, on écoute. Qui a Torah car dans la Torah se trouvent toutes les merveilles du monde. Maintenant, est-ce que vous connaissez un autre air sur ces paroles-là? Oui, Mayo, Imayu benei C'est quoi, c'est très rouge? C'est très moche, là. Enlevez les traits, là. Bravo les enfants, bravo les enfants. Je vais maintenant continuer l'histoire et bientôt on pourra encore une fois chanter. Pour l'instant, j'ai éteint les micros. Merci de ne pas les rallumer. Et je vais maintenant continuer l'histoire de Akiva de Vinci. Alors on en était que la Madame Sandara, elle était à l'arrêt de bus et elle disait à Sergio et à Léo qu'elle a peut-être une idée pour les aider. Alors Sergio, il lui dit quoi? C'est quoi ton idée? Toi, tu es une femme de ménage. Quoi? Tu vas nous donner une partie de l'argent que tu gagnes, mais c'est loin de suffire. Alors Sandara, elle dit non, non, pas du tout. C'est pas du tout ça mon idée. Moi, l'idée que j'ai pensée, c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait, mais je voulais te donner un conseil, mais je peux pas te le dire ici. Viens, on va à la maison. Alors, ils vont à la maison et Sandara, elle fait attention que les fenêtres, elles sont bien fermées, que personne ne peut les écouter. Et Sandara, elle lui dit comme ça. Sandara, elle lui dit, bon, une seconde, je fais un tout petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là au début. Un tout petit résumé, après je continue. On racontait l'histoire de un monsieur qui s'appelait Sergio, qui avait un fils qui s'appelait Léo. Ce Sergio, c'était un voleur. Il voulait que son fils y réussisse dans la vie. Il voulait pas que son fils y soit un voleur.
Alors, il volait de l'argent pour lui payer la meilleure éducation. Mais son fils, quand il arrivait à l'âge d'aller à l'université, le père n'avait pas d'argent pour lui payer l'université, il était très triste. Et là, ils ont rencontré une madame qui s'appelait Sandara, qui était une femme de ménage, qui a dit qu'elle a peut-être un plan pour les aider. Alors, je continue. Sandara, elle dit, moi, je suis femme de ménage et je travaille chez un juif qui s'appelle Yosef, mais on l'appelle Yucho. Ce juif-là, Yucho, il est très, très riche. Il est âgé, il a 75 ans. Il habite dans la grande ville à côté de Vinci. Il habite dans une grande maison. Il est tout seul. Il n'a pas de femme ni d'enfant. Mais c'est un juif qui est religieux. Il est tout seul dans une très grande maison. Et dans cette maison-là, il a des grandes richesses. Alors Sergio, il lui dit, bon d'accord, mais sa maison, elle est sûrement protégée. Alors Sandara, elle lui dit, oh oh, sa maison, elle est protégée. Déjà, il y a une alarme avec des caméras dans toute la maison. En plus, il a deux gardes du corps qui vivent avec lui dans la maison, qui l'accompagnent tout le temps et qui surveillent sans arrêt la maison. Alors Sergio, il lui dit, bon, alors il n'y a rien à faire, alors c'est impossible de rentrer là-bas. Sandara, elle dit, une seconde, j'ai pas encore tout fini. Moi, elle dit Sandara, je suis la femme de ménage depuis déjà des années et les Juifs, ils me font confiance. Et les Juifs, et donc le Juif, ce monsieur Yucho, il me fait confiance. Moi, j'ai la clé de la maison. Moi, j'ai la clé de la maison et moi, je peux rentrer là-bas. Maintenant, moi, je sais que dans sa chambre à coucher, les enfants, je demande encore une fois qu'on arrête les réactions, qu'on arrête d'envoyer ces petites icônes, ça perturbe. Alors elle dit, Sandara, moi je sais que dans sa chambre à coucher, il a un grand tableau, une immense image de bateau, une très belle image d'un grand bateau. Mais moi je sais que derrière cette image de bateau, il y a un coffre-fort. Le coffre-fort, il y a un code très compliqué, mais moi je l'ai déjà vu à Yucho, il a ouvert le coffre-fort et moi j'ai pu retenir et je l'ai noté quelque part. Je me suis dit peut-être qu'un jour ça va me servir. Donc moi je connais le code du coffre-fort. Alors Sergio, il dit, bon, il y a quoi dans le coffre-fort? Alors Sandra, elle lui dit, dans le coffre-fort, il y a énormément d'argent. Il garde énormément d'argent et des diamants et plein de choses chez lui à la maison dans son coffre-fort. Et si tu arrives à rentrer là-bas et à lui ouvrir son coffre-fort et à prendre ce qu'il a là-bas, tu pourras beaucoup, beaucoup t'enrichir. Mais attention, elle dit Sandara, ce coffre-fort-là, il a une sécurité très très spéciale. Après qu'on fait le code, le coffre-fort, il s'ouvre pas. Il faut attendre pendant 2 heures pour que le coffre-fort, il s'ouvre. Pourquoi? Parce que Yucho, il a tellement peur de voleurs qu'il a fait ce système-là, que ça met 2 heures pour que son coffre-fort, il s'ouvre. Comme ça, même s'il y a des voleurs qui vont venir et qui vont réussir à ouvrir le coffre-fort, il espère qu'en 2 heures, la police sera déjà là pour les attraper. Alors Sergio, il dit, bon, alors ton plan, il est nul alors. Et il y a des caméras, il y a une alarme, il y a 2 heures d'attente, il y a des gardiens, il n'y a rien à faire. Sandra, elle dit, sauf que ce monsieur Yucho, c'est un juif qui est pratiquant, c'est un juif qui est religieux. Et le samedi et les jours de fête, il éteint les caméras. Il éteint les caméras, il éteint les alarmes. Mais attention, il y a quand même les gardes du corps qui sont pas juifs et eux, ils sont armés. Ils sont tout le temps là pour le protéger. Et il y a quand même donc le coffre-fort qu'il faut toujours attendre 2 heures pour l'ouvrir. Alors il dit Sergio, alors de nouveau, il n'y a rien à faire. Elle dit Sandara, sauf que dans quelques jours, les Juifs, ils ont une fête spéciale. Ils ont une fête qui s'appelle la fête de Vachuot. En fait, elle voulait dire Shavuot, mais elle ne retenait pas bien le nom. À la fête de Vachuot, les Juifs, ils ont l'habitude de rester pendant toute la nuit à la synagogue. Ils sont toute la nuit à la choule. Et là, lui, il va étudier pendant toute la nuit à la choule. Ses deux gardes du corps, ils seront avec lui. Et pendant toute la nuit, il n'y aura personne à la maison. C'est le seul moment de l'année où la maison est un petit peu moins protégée. Il n'y a pas les caméras, il n'y a pas l'alarme, il n'y a pas les gardes du corps, et tu as le temps d'aller là-bas, de faire le code, d'attendre pendant 2 heures, d'ouvrir le coffre-fort, de prendre l'argent et de disparaître. Sergio, il lui dit, écoute, il est pas mal du tout ce plan. Et Sergio, il dit à son fils, Léo, prends ton ordinateur, toi tu sais faire ces choses-là, et renseigne-toi, essaye de voir si c'est vrai ce qu'elle dit Sandara. Alors Léo, il prend son ordinateur, il commence à chercher, et premièrement, il dit d'abord, Madame Sandara, on ne dit pas Vachuot, d'abord on dit Shavuot. La fête des Juifs, elle s'appelle Shavuot, effectivement, c'est la semaine prochaine, dans 6 jours. Deuxièmement,
Il regarde un petit peu et il dit, je vois que ce Yucho là, c'est vrai, il est extrêmement riche, c'est un banquier, il a énormément d'argent. Je vois aussi que c'est un juif religieux. Je vois qu'il donne de l'argent à des yeshivot. Je vois que c'est quelqu'un qui est invité des fois, je vois des photos dans l'ordinateur sur lui, qu'il est invité des fois dans des yeshivot quand il leur donne de l'argent. Ça a l'air vraiment quelqu'un de très très riche. Voilà la photo de sa maison. Et Sandra, elle dit, oui, voilà exactement, c'est là que je travaille. Alors Sergio, tout d'un coup, il fait un grand sourire et il dit, Sandra, vous m'avez redonné espoir. Moi, j'étais désespéré, je ne savais pas comment faire pour avoir de l'argent, mais là, je crois que c'est un super bon plan. Il faut qu'on prépare bien ça et je pense que ça va bien marcher. Sandra, elle dit, hé, attention, mais moi, je veux aussi ma part dans ça. Quand tu vas aller voler là-bas, ne prends pas que de l'argent pour toi. Prends aussi de l'argent pour moi, parce qu'il va sûrement me renvoyer une fois que tu vas le voler. Moi, il faut aussi que j'ai maintenant de l'argent pour ma vie. Alors Sergio lui dit, t'inquiète pas, je vais aussi voler une grosse somme d'argent pour toi et ça sera mon dernier vol. Je vais voler maintenant une grosse somme d'argent et après plus jamais je vais voler. De toute façon maintenant, il dit Sergio, maintenant il se sent plus assez bien, maintenant il n'a plus les forces pour aller encore faire des choses comme ça dangereuses. Ça va être donc la dernière fois que je vais voler et après je ne volerai plus jamais. Alors, tout le monde est très content. Sandara donne les clés à Sergio et Sergio, il commence à faire le plan avec son fils. Et quand ils font le plan et quand ils se renseignent sur cette fête, pas de Vachuot, mais de Shavuot, alors Léo, il dit à son papa, Papa, je crois qu'on va un petit peu améliorer le plan de Sandara, parce que moi, je vois que les Juifs, leur fête de Shavuot, c'est pas un jour, c'est 2 jours. Ça veut dire qu'en fait, il y a donc 2 nuits que le Beth Knesset, que la choule, que la synagogue sera, donc Yucho, il sera à la synagogue, que la maison, elle sera libre. Je propose, il dit Léo, Papa, je te propose que le premier soir, on va déjà aller là-bas en reconnaissance. Toi, tu vas un peu tourner autour de la maison. Moi, je vais aller là-bas à la synagogue. Et moi, je vais voir où est-ce que Yucho il est assis et comment ça se passe là-bas. Et comme ça, le deuxième soir, quand toi, tu vas aller là-bas à la maison, moi, je vais à la synagogue. Et moi, je ferai attention que Yucho, il est bien là-bas et que Yucho, il va pas sortir en plein milieu, mais qu'il reste bien là-bas. Et si je le vois qu'il essaye de sortir, moi, je vais essayer de l'occuper. Et au pire, je mettrai la main dans ma poche, je t'envoie vite un message. Comme ça, toi, tu t'enfuis rapidement. Alors, Sergio, il dit, mon fils, d'accord, mais attention, toi, tu dois pas être mêlé à ça. Toi, tu voles rien. Toi, tu es un homme honnête. C'est moi le voleur. C'est moi le voleur qui vole. Toi, tu restes un homme honnête. Alors, Léo, il lui dit, OK, papa, il n'y a pas de problème. Alors, ça arrive le soir de Shavuot. Sergio, il va se promener à côté de la choule, pardon, Sergio, il va se promener à côté de la maison de Yucho et Léo, il va à la choule. Léo, il va à la choule, il est minuit, il rentre là-bas à la choule, il voit quelque chose d'impressionnant qu'il n'avait encore jamais vu de sa vie. Il voit des dizaines et des dizaines de gens, des jeunes et des vieux, qui sont assis devant des livres, en train d'étudier, en train de parler les uns avec les autres, de s'expliquer des choses. Ils ont tous l'air tellement heureux. Il se dit, waouh, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces Juifs? Mais ça a l'air tellement intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Et comme il comprenait rien, comme il trouvait pas là-bas sa place, il se dit, bon, je vais essayer de voir, mais un peu à distance. Et il voit qu'au bout du Beth Knesset, il y avait une petite cuisine. Alors il rentre là-bas à la cuisine et il veut regarder ce qui se passe à la choule. Mais à la cuisine, il y a un monsieur qui est un petit peu âgé. Et ce monsieur-là, il lui donne le dos, il est en train de se faire un thé. Alors, le monsieur, il entend qu'il y a quelqu'un qui est rentré, il se retourne, et là, Léo, il voit que c'est Yucho. C'était justement Yucho, le banquier très très riche, qu'il comptait voler le lendemain. Alors, Léo, il ne sait pas quoi dire. Il a très très peur que Yucho, il va penser quelque chose, il va lui demander qu'est-ce que tu fais là. Mais Yucho, il lui dit, bonjour jeune homme, bienvenue, tu es venu ici pour la fête de Shavuot. Alors, Léo, il dit oui. Alors, Yucho, il lui dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Léo. Et où est-ce que tu habites? J'habite à Vinci. Il dit, ah bon, il y a des juifs à Vinci? Il dit, la vérité, je suis pas juif. Il dit, ah, t'es pas juif et t'es venu ici, quoi. Tu t'intéresses au judaïsme, tu t'intéresses à la religion? Ok, d'accord. Ben ça alors, tu t'appelles Léo et t'habites à Vinci. Si moi j'étais ton papa, je t'aurais appelé Léonard. Si déjà que tu sois Léonard de Vinci numéro 2. Alors Léo, il dit, la vérité, je m'appelle Léonard. Alors Yucho, il dit, ben ça alors.
ton papa, ton papa, il a vraiment une bonne idée de t'appeler comme ça. Dis-moi, Léonard, est-ce que tu sais c'est quoi ce soir? Alors, Léo, il lui dit, ben, ce soir, c'est votre fête. Alors, Yucho, il lui dit, tu sais pourquoi est-ce qu'on a la fête? Alors, Léo, qui s'était renseigné, il lui dit, ben, vous avez la fête parce que vous avez reçu la Torah. Alors, Yucho, il lui dit, c'est vrai, mais je veux te corriger sur quelque chose. Parce qu'en réalité, la fête de Shavuot, c'est vrai que c'est la fête que nous, les Juifs, on a reçu la Torah, mais il y a aussi quelque chose pour les non-Juifs. Le moment de Matan Torah, le moment que Hachem a donné la Torah, c'était pas seulement un changement pour les béné Israël, mais il y a aussi quelque chose qui a changé pour les non-Juifs. Alors Léo il lui dit, ah bon? Ça alors, j'ai jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce qui a changé pour moi que moi je ne suis pas juif? Alors Yucho, il lui dit, regarde, tu sais, toi, tu es un homme, tu es un être humain. Maintenant, moi j'ai une question à te demander. Qu'est-ce qui définit un être humain? C'est quoi les définitions d'un homme? Alors Léo, qui avait appris beaucoup de choses à l'école, lui dit, ben, un homme, c'est quelqu'un qui respire, c'est quelqu'un qui peut parler, c'est quelqu'un qui fait des choses, qui peut faire des bonnes choses ou bien des mauvaises choses. C'est un être vivant qui a toutes sortes de volontés, toutes sortes d'envies et qui fait toutes sortes de choses dans sa vie. Alors Yucho lui dit, c'est vrai, tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais moi, j'ai une question à te demander. Tu sais, des fois, il y a des gens qui sont, par exemple, des voleurs. Léo, il se dit, quoi? Pourquoi il me parle de voleurs? Ou bien des assassins, des gens qui tuent, ou bien des gens qui volent. Maintenant, j'ai une question, il demande Yucho. Qu'est-ce qui fait qu'un homme qui a volé une fois, ou deux fois, ou 20 fois, il devient un voleur? Si quelqu'un il a volé qu'une fois, il n'est pas encore un voleur. C'est un homme qui a volé. À partir de quand quelqu'un qui a volé quelquefois, on l'appellera un voleur. Si quelqu'un il a fait quelque chose de pas correct, quelqu'un il a menti une fois, c'est pas encore un menteur. À partir de quand un homme il devient un menteur? Alors Léo il lui dit, je sais pas, peut-être au bout de 10 fois, je sais pas au bout de combien de fois. Alors Yuchel lui dit non. Nous, on avait un sage, on avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Akiva. Il vivait il y a 2000 ans. Et Rabbi Akiva, il a dit la chose suivante. Il a dit, Rabbi Akiva, Chaviv Adam, un homme, il est cher, chez Nivra Betselem. Il a été créé à l'image de Dieu. Il a dit un homme, il a une image de Dieu. Un homme, c'est pas seulement des os, de la chair et du sang. Un homme, c'est l'image de Dieu. Un homme, il a une divinité. Un homme, il a une spiritualité. Un homme, il n'est pas juste ce qu'il mange, ce qu'il fait. Un homme, il doit toujours se rappeler, même si un homme, il a fauté, même si un homme, il s'est pas bien conduit, il doit toujours se rappeler que c'est pas ça ce qui le définit. Un homme, il n'est pas défini par les actions qu'il a fait. Si un homme, il vole, si un homme, il tue, et il se définit, il pense maintenant, voilà, je suis un voleur, voilà, je suis quelqu'un qui se conduit pas bien, alors là, cet homme-là, vraiment, il est perdu. Mais en réalité, un homme, il doit réaliser qu'il peut toujours revenir. Un homme, il peut toujours bien se conduire, il peut toujours revenir à la bonne conduite. Et ça, c'est quelque chose, il dit, Yucho, il lui dit ça à Léo, il dit ça, c'est quelque chose qu'un homme, il doit toujours se rappeler. Ce qui définit un homme, c'est pas ce qu'il a fait, c'est pas les actions mauvaises qu'il a fait, mais c'est sa volonté et c'est le fait qu'il peut toujours revenir à sa bonne conduite et être un homme qui est digne de ce Tselem Elohim, de cette image de Dieu. Et ça, c'est vrai pas que pour les juifs, ça, c'est vrai aussi pour les non-juifs. Alors Léo, il lui dit, bon, ok, c'est vraiment très intéressant ce que vous me dites. Merci beaucoup. Maintenant, il faut que j'y aille. Alors, Yucho, il lui dit, Léo, ça me fait plaisir de te connaître. Reviens de temps en temps. Je suis content de t'avoir vu. Les enfants, je répète une dernière fois, je demande qu'on arrête les réactions, qu'on arrête les icônes. Ça dérange. Arrêtez d'envoyer ça, s'il vous plaît. Alors, Léo, il part, il rentre à l'appartement qu'ils avaient loué. Ils avaient loué là-bas un petit appartement. Et il rencontre son père, Sergio. Et son père, il lui dit, c'est bon, tout est prêt. J'ai bien compris comment ça se passe là-bas. Tout est prêt pour demain, pour le grand jour. Ça arrive le lendemain, le deuxième soir de Shavuot. Et là, Sergio, il va vers la maison de Yucho avec les clés. Il est tranquille, il n'y a personne à la maison. C'est le deuxième soir de Shavuot. Il va avec les clés pour rentrer et pour aller rapidement pour ouvrir le coffre-fort. Et à ce même moment, Léo, il va vers la choule. Mais quand Léo, il arrive au Beth Midrash,
à sa grande surprise, il voit qu'il y a presque personne. Alors, il est surpris. Il se dit peut-être que les gens ils sont sortis quelques instants. Peut-être que les gens, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et là, il voit un juif, il lui dit, excusez-moi, monsieur, où sont tout le monde? Et le monsieur lui dit, qu'est-ce que ça veut dire, où ils sont tout le monde? Les gens, ils dorment. Il dit quoi? Mais c'est pas la fête de Shavuot? C'est pas votre fête que maintenant vous devez étudier pendant toute la nuit? Il dit, ça, c'était le premier soir. Il y a très peu de gens qui restent aussi le deuxième soir. Et Léo, il dit, et Yucho, il est où, Yucho? Le monsieur lui dit, ah, tu connais Yucho? Yucho, il est âgé. Yucho, déjà, c'était difficile pour lui hier soir de venir pour étudier. Maintenant, il est parti dormir. Maintenant, il est chez lui. Léo, il se dit, catastrophe, mon père, il est rentré là-bas à la maison. Il faut vite que j'aille l'aider. Léo, il court dans la rue et déjà dans la rue, il voit deux voitures de police devant la maison de Yucho. Il voit des policiers qui sont en train de courir vers la maison. Léo, il court vers là-bas de toutes ses forces. Il arrive, il voit devant l'entrée de la maison, il voit son père qui est par terre, cinq policiers avec des pistolets en train de le menacer. Et les policiers, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais là, espèce de voleur? T'as pas honte d'essayer de rentrer comme ça dans la maison de quelqu'un pendant la nuit? Et les policiers, en train de viser leurs armes sur lui, ils voient son papa qui est blessé, qui saigne et qui est couché par terre. Léo, il ne sait pas quoi faire. Il se dit, mais quelle catastrophe, mais quel malentendu. Et c'est tout à cause de moi. C'est moi qui avais dit à mon père d'attendre le lendemain. Et en fait, c'était pas du tout une bonne idée. Maintenant, à cause de moi, maintenant mon père, il s'est fait attraper. Et maintenant, mon père, il va aller en prison. Et mon père, il va mourir en prison. Il n'aura pas la force de tenir dans la prison. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Léo, il prend son courage à deux mains, il s'avance, il rentre dans le hall de la maison où il y avait là-bas son papa qui était jeté par terre, et il dit, policier, c'est moi qui est derrière tout ça, c'est moi qui est le responsable, laissez mon père tranquille et arrêtez-moi. Alors, Sergio, il lève la tête, il voit son fils, il dit, Léo, pars d'ici, Léo, c'est pas pour toi tout ça, laisse-moi. Il dit, lui, il veut mourir en prison de toutes les façons. De toute façon, il n'a plus aucune chance de s'en sortir. Il dit, moi, de toute façon, je suis un voleur, moi, j'ai raté ma vie. Léo, pars, toi, tu vas réussir dans ta vie. Et Léo, il dit, papa, non, je veux que toi, tu rentres à la maison, moi, je vais aller en prison à ta place. Le chef de la police, il voit tout ça, il comprend pas ce qui se passe. Il se dit, attends, c'est une histoire de dingue. C'est le fils, c'est le père, mais qu'est-ce que je fais avec eux? Il dit aux policiers, allez, prenez-les tous les deux et emmenez-les donc au bureau et emmenez-les au bureau de police. On va s'occuper d'eux là-bas. À ce même moment, la chambre à coucher de Yucho, elle s'ouvre et Yucho, il sort en pyjama de sa chambre à coucher et il regarde ce qui se passe. Il regarde ce qui se passe et en un instant, il comprend. En un instant, il comprend que Léo qui était venu hier soir, que Léo qui lui avait parlé comme ça gentiment et qui faisait comme s'il s'intéressait à la Torah, en fait, c'était le voleur, qu'en fait, il avait préparé un sale coup. Et là, dans ses yeux, Léo, il voit une colère énorme. Il voit une très, très grande colère dans ses yeux. Il comprend que Yucho, il est furieux maintenant. Léo, il comprend qu'il n'a aucune chance de s'en sortir. Il comprend que son père, c'est sûr qu'il va aller en prison. Lui-même, il va sûrement aussi être puni. Il comprend que c'est la catastrophe. Et là, avec tout le courage qu'il arrive à prendre, Léo, il dit, Monsieur Yucho, écoutez-moi s'il vous plaît. C'est tout à cause de vous. Tout ce qui s'est passé, c'est à cause de vous. Tous les gens qui sont là-bas, ils se tournent vers Léo, ils écoutent, ils comprennent pas de quoi est-ce que Léo il parle. Pourquoi est-ce que Léo il dit une chose comme ça? On va maintenant arrêter l'histoire. Je vais reprendre bientôt. Et maintenant, je veux qu'on chante un très 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 joli chant. Que ce chant-là, il vient d'un rave qui s'appelait Rabbi Raphaël Baruch Toledano, qui est un grand Talmid Chacham, qui était le Hav Beddin de Meknes au Maroc. Et ce rave-là, un soir, plutôt un Shabbat, il s'est réveillé, Shabbat matin, il était bouleversé, ce rave-là. Et ce rave, donc Rav Toledano, quand il se réveille ce Shabbat matin, il était pensif pendant tout le Shabbat. Les enfants, je demande d'arrêter de faire des traits, de dessiner sur la feuille que je viens de partager. Ce rave-là, il était perturbé, il était bouleversé, ce rave-là. Et tout le Shabbat, il a réfléchi. Et quand ça arrive donc quand ça arrive Motzei Shabbat, ce Rav, il s'assoit, il prend
une feuille et un stylo. Et ce Rav-là, il a écrit. Il a dit à sa famille, ce Rav, il a dit à sa famille qu'il a rêvé pendant Shabbat. Il a rêvé pendant Shabbat d'un chant, des paroles spéciales d'un chant, et que maintenant il veut les écrire. Les enfants, pour la dernière fois, je répète, je vois c'est qui les enfants qui font des dessins. Je demande d'arrêter. Les enfants qui continuent à faire des dessins, je les sors du Zoom. Alors, le chant, il s'appelle Ashorer Shira. Et ceux qui connaissent ce chant-là, ils peuvent envoyer un message. Ils peuvent envoyer un message s'ils veulent chanter une strophe. Je vais commencer maintenant la première strophe. Et ceux qui veulent participer et chanter chacun une strophe, ceux qui connaissent l'air, ils peuvent envoyer un message. Et je vais donner un après l'autre aux enfants, à ceux qui veulent chanter les strophes. Alors, je commence. La première strophe, c'est Ashorer Shira. השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפז יקרה זכה וברה, זכה וברה, מפז יקרה זכה וברה, זכה וברה. Les enfants, ceux qui veulent chanter, qui m'écrivent aussi leur nom, parce que pas pour tout le monde, je vois le nom. Je vois pas le nom de tout le monde. Quand on m'écrit un message, alors, écrivez-moi aussi votre nom, comme ça je sais que vous voulez chanter. Gabriel commence Neeman Shemo. Gabriel, est-ce que ton micro il marche? Gabriel. Chantez-nous. Hier. C'est bon, Gabriel? Daniel Chaim. Une seconde, Gabriel. Un instant, chacun à son tour. Gabriel, est-ce que tu arrives? Non, c'est bon. Gabriel, est-ce que tu arrives à allumer ton micro ou pas? Juste Alors, une avant. seconde, je vais essayer de te l'activer, Gabriel. Je réessaye une seconde. On essaie encore une fois. Si ça ne marche pas, je passe à quelqu'un d'autre. Ok, ça ne marche pas. C'est bon, Gabriel, ça a marché maintenant? Ok, Daniel Chaim, vas-y, Neeman Shemo. Je vois que les micros C'est ne bon, marchent pas ça marche, apparemment. C'est ça bon, marche. vas-y, vas-y. Ashore Non, Shira, non, 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 Neeman Shemo. Où? Ah oui, La deuxième strophe. mais je le vois pas bien. Tu vois pas bien, Neeman Shemo? Nemantinu Bachar Beamo. Bravo, vas-y. Et je connais pas. Voilà. Neeman She. נאמן שמו בחר בעמו, להיות לו לשמו, ומה נבחר, נגלה Uma ברוחו, nivchara liat lo. להיות לו לשמו, ומה נבחר, Liot להיות lo לו lishmo uma לשמו. nivchara. Maintenant, tous ensemble. Ashorer shira lichvod Shira, Torah. Ashorer shira lichvod Torah. Pazie zaka ubara. Pazie kara zaka ubara. Elia, vas-y. Elia, Elia, Nigla. Mais Rav Youssef, Rav Youssef. Un instant. Elia, vas-y. Allô? Elia, est-ce que tu arrives? Oui. Ok, Gabriel, vas-y, fais le prochain. Gabriel Cohen, tu arrives maintenant? Vas-y. Pourquoi arrêter de dessiner? Nigla Virvodo. Vas-y. Alcinayo, vas-y. Attends. Ah, Nigla Virvodo, Altinayodo, Karale Abdo, le Kabal Torah.
Bravo, Ashorer Shira, Lichvod HaTorah, Paziekara, Zaka Ubara, Zaka Ubara, Mi Paziekara, Zaka Ubara, Zaka Ubara. Vas-y, Arié, Arié, continue. Ariel Mkies, vas-y. Netana. Tu l'as. C'est où? Netanala. Netalano, ayadroenu, netalano, ayadroenu, Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, Bechir Et tous ensemble. Ashorer Shira, Lichvod Torah, HaTorah, Shira, Lichvod HaTorah, Mi Paziekara, Zaka Ubara, Zaka Ubara, Mi Paziekara, Zaka Ubara, Zaka Ubara. David et Aaron, allez-y. Isma Israël. Yismach Yisrael. L'homme de Torah, Shorer Shira, Lichvod Lichvod HaTorah, HaTorah, Shorer Shira, Shorer Lichvod Shira, HaTorah, Lichvod Mi HaTorah, Mi Paziekara, Zaka Ubara, Zaka Ubara. On fait maintenant un dernier. On fait maintenant un dernier. Ashrei Hagever, tous ensemble. Ashrei Ashrei Hagever, Yisro Gover, Mesharim Dover, Mesharim Dover, Mesharim Dover, Osek Batorah, Ashorer Shira, Lichvod HaTorah, Ashorer Shira, Lichvod HaTorah, Mi Paziekara, Zaka Ubara, Mi Paziekara, Zaka Ubara. Super, ça y est, on termine. Bravo les enfants, super. De rien, de rien. Avant de terminer l'histoire, je veux d'abord vous dire quelque chose. Vous savez que Ruth, on a parlé avant des noms, on a parlé avant de Ruth, de Yitro, de la comparaison. Est-ce que vous savez que Ruth, la guématria de Ruth, Tav, Vav, Resh, Tav, ça fait 400, Resh, ça fait 200, donc ensemble, ça fait 600, et Vav, ça fait 6, 606. Il dit le Gaon de Vilna, pourquoi est-ce que c'est exactement la guématria de 606? Il dit le Gaon de Vilna quelque chose de très très joli. Il dit tous les goïms, ils sont chayav des Shiva mitzvot bene Noach, des 7 mitzvot que déjà tous les goïms ils sont chayav, que Hachem a donné aux enfants de Noach. Maintenant, ça fait donc déjà 7 mitzvot. Maintenant, quand Ruth, elle a pris sur elle la Torah, en fait, elle n'a pas pris sur elle 613 mitzvot. Pourquoi? Parce elle avait déjà 7 mitzvot. Combien il lui en manquait? 606. Il dit le Gaon de Vilna, c'est exactement la guématria de Ruth. Que Ruth, quand elle s'est convertie, alors ça lui a rajouté Tav, Resh, Vav mitzvot. 606 mitzvot. Maintenant, il y a un Dvar Torah que j'ai déjà dit l'année dernière au Siyuma Mishnayot. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Metikout qui était l'année dernière au Siyuma Mishnayot, mais je veux le répéter maintenant. Il y a un pasouk dans Teilim qui dit, et d'ailleurs, juste avant que je dise, d'ailleurs, c'est le moment de dire que de nouveau, Bezrat Hashem, cette année, je serai Bezrat Hashem au Siyuma Mishnayot à Épinay. Et comme j'ai déjà dit dans Metikout, je serai très content de vous voir. Celui qui vient au Siyuma Mishnayot, ça me ferait très plaisir qu'ils viennent me voir et me dire bonjour. Comme ça, je peux vous connaître, pas seulement de vous entendre par téléphone, mais aussi de faire votre connaissance. Et donc, il y aura aussi, Bezrat Hashem, une super histoire aussi au Mishnayot. Alors, c'est écrit donc dans Teilim, David Amelech, il dit Tov li Torah picha, c'est bon pour moi la Torah de ta bouche, mais alfé zahav vachesef, plus que des milliers de zahav, donc d'or, vachesef et d'argent. La question qui se pose, c'est
qu'est-ce que ça veut dire quand David Ameller il vient, il fait une comparaison, il dit la Torah elle est meilleure que alfé, donc des milliers de zahav vachesef, que des milliers d'argent et d'or. Pardon, d'or et d'argent. A priori, quand quelqu'un veut faire une comparaison, si disons, moi je veux dire que mes chaussures, elles valent très cher. Alors je peux dire mes chaussures, elles valent plus que 50 euros et même plus que 100 euros. Ça, c'est vrai. Elles valent d'abord plus que 50 euros et en et ensuite plus que 100 euros. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire si je disais, si je disais que mes chaussures, elles valent plus que 100 euros et plus que 10 euros? Est-ce que est-ce que ça a un sens? Est-ce que on peut dire que j'ai quelque chose qui vaut plus qu'une grande chose et plus que la petite chose? Ben, évidemment, si mes chaussures, elles valent plus que 100 euros, bien sûr qu'elles valent aussi plus que 50 euros. Ça, c'est difficile à comprendre. Alors, si on voit que David Amelech, il a dit, Tov li Torah tpicha, la Torah est bonne pour moi, plus que mes alphées, que des milliers de zahav, donc d'or, vachasef et d'argent. A priori, une fois qu'on a déjà dit que la Torah, elle est plus que l'or, qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter, de dire qu'elle est plus que l'argent? Alors, mon Rav Alaïshiva, il a dit une très très belle explication. Il a dit qu'on peut dire un machal, on peut comparer ça à deux frères qui vont à la mer. Deux frères qui vont à la mer et ils veulent aller là-bas donc pour se baigner à la mer. Et là, le petit frère, quand il arrive à la mer, il dit, ah, il n'y a pas assez d'eau dans la mer. La mer n'est pas assez remplie. Il va, il va dans un robinet qu'il y a là-bas aux toilettes, il remplit un verre, il va le verser dans la mer, il dit, voilà, comme ça, maintenant, il y aura plus d'eau dans la mer. Son grand frère lui dit, mais t'es bête ou quoi? Un verre d'eau, tu crois vraiment que ça aide pour la mer? Il prend une bouteille, le grand frère, il remplit une bouteille, il va la verser dans la mer, il dit, voilà, ça, c'est sérieux. Il ne faut pas mettre qu'un verre d'eau dans la mer, il faut mettre une bouteille, et comme ça va bien remplir la mer. Maintenant, la question, c'est qui est plus bête entre les deux? Est-ce qu'on peut dire que le grand frère, il est un peu moins bête que le petit frère? Non, ils sont tous les deux autant bêtes. Ah, mais on va dire, a priori, quand il a mis une bouteille, c'est plus qu'un verre, alors lui, il a fait un peu plus. Par rapport à la mer, il n'y a aucune différence entre une bouteille et un verre. C'est exactement la même chose. La mer, si tu veux rajouter de l'eau dans la mer et que tu mets soit une bouteille, soit un verre, les deux, c'est des bêtises. Ça n'a pas de sens. La mer, elle est tellement plus grande qu'une bouteille et un verre n'ont aucune différence devant la mer. Il a dit, mon Rav à la Yeshiva, la même chose. David Ameller, il voulait dire comme ça. C'est sûr que par rapport à des chaussures, alors là, 50 et 100 euros, c'est déjà assez proche des chaussures. Donc là, je vais faire attention à comment je vais parler. Mais par rapport à la Torah, qui est tellement loin de Zahav Vachesef, la Torah elle a une valeur qui est tellement plus grande que l'argent et l'or. Si c'est comme ça ne change plus rien. Ça change plus si maintenant je vais dire argent ou or, ou bien or et argent. C'est exactement la même chose. Les deux n'ont plus aucune valeur, que ce soit l'or et l'argent et l'or. La Torah les dépasse tellement que si c'est comme ça, maintenant on pourrait dire que Tov li Torah Picha, mais elle fait Zahav, Chesef, Chesef et Zahav, ça change rien du tout. David, il voulait nous dire, voilà comment la Torah elle a une énorme valeur qui est bien, bien plus que l'argent et l'or. Alors, on s'approche de la fin et je veux alors maintenant terminer l'histoire de Akiva de Vinci. On en était lorsque Léo, il se trouve dans le hall d'entrée de la maison de Monsieur Yucho. Il voit son papa qui est par terre. Il voit les policiers qui sont en train de le menacer. Et à ce moment-là, il y avait Yucho qui était sorti de sa chambre à coucher. Et Yucho, il est furieux qu'on essaye de le voler. Et donc, maintenant, on continue. Alors, Yucho, quand il voit tout ça, il entend que Léo, il lui dit, écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Et surtout, quand Léo, il lui dit, c'est tout à cause de vous, alors Yucho, il est très étonné. Il est plus étonné que énervé. Et il dit, de quoi tu parles, Léo? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est à cause de moi? Quoi? C'est à cause de moi que ton père, ce sale voleur, il veut venir pour me voler dans ma maison? Alors Léo, il lui dit, vous savez, vous les Juifs, ça fait 2000 ans, vous aviez un rabbin. Et ce rabbin, il s'appelait Akiva. Et ce rabbin, il vous a appris quelque chose. Et cette chose-là, vous étiez censé la dire au monde entier. Il vous a appris qu'un homme n'est pas défini par les mauvaises actions qu'il a fait. Un homme, il est toujours à l'image de Dieu. Un homme, il a toujours une grandeur. Un homme, il ne doit pas se dire, je suis un voleur, et j'ai plus aucune chance de s'en sortir.
Mon papa, il a volé, c'est vrai. Mais mon papa, il n'y avait personne pour lui dire, tu es pas un voleur, tu peux te reprendre. Personne ne lui a appris ça. Personne ne lui a dit cette chose-là. S'il y avait vous, les Juifs, qui aviez cet enseignement de Rabbi Akiva, et vous, vous auriez pu le diffuser dans le monde. Si vous, les Juifs, vous aviez appris ça, mon papa, il n'aurait pas fait ça. Mon papa, il pensait qu'il avait aucune chance. Mais moi, hier soir, j'ai appris de quelqu'un, un Juif qui m'a dit qu'un homme a toujours une chance, qu'un homme, il peut toujours se reprendre. Et moi, je veux le dire à mon papa. Moi, je voudrais lui dire, papa, t'es pas un voleur. Papa, t'as peut-être volé plusieurs fois. Mais papa, tu peux te reprendre. Papa, tu as une chance. Tu peux te reprendre. Mais moi, j'ai appris cette chose-là que hier soir. Et maintenant, mon père, il va partir en prison. Il va mourir en prison. Et personne ne lui a dit et personne ne va le lui dire. Il n'aura aucune chance maintenant de le savoir. Alors, monsieur Yucho, s'il vous plaît, soyez gentil. Vous voulez que quelqu'un aille en prison, mettez-moi en prison. Et moi, dans la prison, je dirai là-bas aux gens, je leur apprendrai ça, je leur dirai, vous n'êtes pas des voleurs. Moi, j'enseignerai ce que j'ai appris hier soir. Moi, je leur dirai, un homme, il est à l'image de Dieu. Un homme, il ne doit pas se définir par les mauvaises actions qu'il a fait. Léo, il finit de dire ça. Les policiers, ils sont tous très émus. Ils comprennent qu'il se passe quelque chose de très grand, de très important, mais ils ne savent pas comment réagir. Et Yucho, il a les larmes dans les yeux. Yucho, il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas comment réagir. Et Yucho, il comprend que c'est un moment très, très spécial. Au bout de quelques instants, le chef de la police, il dit, bon, allez, assez parlé, emmenez-moi tout le monde en prison. Et Yucho, avec une décision de un instant, il dit, en prison, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous voulez les prendre en prison? Alors le directeur de la police, il dit, qu'est-ce que ça veut dire pourquoi? Parce que ces deux hommes-là sont des voleurs. Ils sont rentrés chez vous et ils voulaient vous voler, ce monsieur qui est par terre. Et son fils, là, je ne sais pas ce qu'il raconte, mais si lui il fait partie du vol, qu'il aille aussi en prison. Yucho, il dit quoi? Des voleurs? Pas du tout. Ce sont mes employés. Ce monsieur qui est par terre, je ne sais pas pourquoi vous l'avez mis par terre. C'est mon employé. Il avait le droit de rentrer chez moi. Je lui permets de rentrer. Venez, monsieur Sergio, relevez-vous, venez avec moi à la maison. Le chef de la police, il dit, pop, 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 ça va pas se passer comme ça. C'est quoi ces bêtises-là? On a très très bien vu que c'est un voleur. Sergio, Sergio, il entend ça. Il ne sait pas s'il doit rire, s'il doit pleurer. Il ne sait pas ce qui se passe. Léo, il comprend que Yucho, il veut les aider maintenant. Et lui aussi, il ne sait pas quoi réagir. Mais Yucho, il dit au chef de la police, c'est ma maison et c'est moi qui décide. Laissez ces messieurs et allez-y, s'il vous plaît. Le chef de la police, qui voulait pas avoir de problème avec un riche monsieur tellement important comme Yucho, il dit, bon, ok, allez les policiers, on y va. Mais attention, hein, Yucho, s'il revient te voler, ne viens pas nous appeler. Hein. Yucho, il dit, c'est bon, allez-y, au revoir. Alors, les policiers, ils partent. Sergio, il se lève. Léo, il l'aide à se lever. Et Sergio, il dit, monsieur Yucho, qu'est-ce que vous voulez de nous? Qu'est-ce que vous voulez pas qu'on aille en prison? Vous voulez que je fasse quoi? Qu'est-ce que... Et Yucho, avec un sourire, il leur dit aux deux, rentrez, rentrez chez moi. Alors, ils rentrent, ils s'assoient, Yucho, il leur sert à manger, à boire. Et Yucho, il dit, c'est quoi votre histoire? Racontez-moi votre histoire. Et là, Sergio, qui ne sait pas pourquoi est-ce que Yucho, il a renvoyé les policiers, Sergio, il lui raconte toute l'histoire. Il lui dit comment lui, il n'a pas bien réussi dans sa vie, et comment il n'a jamais trouvé un bon travail, et comment il espère tellement que son fils, il va réussir dans sa vie, il espère tellement que Léo, il va réussir, et que voilà, il a entendu maintenant des choses ce soir-là qui l'ont fait réfléchir. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il s'est toujours vu comme un voleur, mais bon, il dit Sergio, moi maintenant, j'ai plus aucune chance. Qui c'est qui va me donner un travail? Qui c'est qui peut de nouveau me faire confiance? Et Yucho, il le regarde bien dans les yeux, il lui dit, ça va être moi. Ton fils, il m'a touché. Ton fils, il a raison. C'est vrai qu'il faut donner la chance aux gens. Et c'est vrai que chaque homme, il est à l'image de Hachem. Chaque homme, il a une divinité. Et moi, je veux que toi, tu réussisses dans ta vie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un jour de fête. Mais après la fête, je vais prendre le numéro de téléphone de l'université. Je veux, moi, payer toutes les études de Léo. Je veux payer les études de Léo parce que Léo, il a bien compris ce que je lui ai dit hier soir. Et je suis sûr que Léo, il va prendre ça avec lui pour toute sa vie et que Léo, il va retenir cet enseignement que Rabbi Akiva, il nous a enseigné. Alors, ils parlent comme ça ensemble et à la fin, Yucho, il leur dit, bon, écoutez, maintenant je suis fatigué, vous êtes mes invités, dormez chez moi, demain on fait une grande fête, je vous invite à la fête.
Et Sergio et Léo, ils vont dans une chambre et Sergio, il en revient pas de la gentillesse de ce monsieur Yucho. Et Léo, il lui dit, papa, c'est très très spécial, papa, ce qui se passe ici. Il faut jamais qu'on oublie, papa, ce qu'on a appris ce soir. Il faut jamais qu'on oublie cet enseignement-là de Rabbi Akiva qui disait qu'un homme, il est à l'image de Dieu. Papa, je veux qu'on soit toi et moi à l'image de Dieu. Le lendemain, pendant la Séouda, Yucho, il dit des divrei Torah, il leur chante des chants de Shavuot, et Sergio et Lio, qui connaissaient pas toutes ces choses-là, ils écoutent, et tout d'un coup, Sergio, il tape sur la table. Sergio, il dit, Léo, j'ai changé d'avis. Alors Léo, il dit, quoi, papa? Mais pourquoi, papa? C'est tellement dommage. Tu avais maintenant une occasion de reprendre. Papa, tu veux redevenir un voleur? Sergio, il dit, mais non, pas du tout, je parlais pas du tout de ça. Léo, je te disais que je veux que tu réussisses dans ta vie, que tu sois un docteur, un professeur, que tu ailles faire des études. Je change d'avis. Je veux que tu ailles appartenir au peuple des Béné Israël. Moi, je voulais que tu sois Léonard de Vinci numéro 2. J'ai changé d'avis. Je veux que toi, maintenant, tu ailles te convertir, que tu apprennes sur la Torah, et que toi, tu sois Rabbi Akiva de Vinci numéro 1. Je veux que toi, tu t'appelles Akiva et que tu te convertisses, et que toi, tu ailles apprendre la Torah. Et Léo, il dit à son père, papa, tu sais, depuis hier, j'y pense. Depuis hier, je pense à ça. Et les Juifs, ils ont une religion tellement extraordinaire, j'ai envie d'aller l'apprendre. Et Léo, il n'est pas parti à l'université, il est parti en Eretz Israël. Il est parti pour faire des études, pas d'université, mais des études de Torah. Il s'est converti. Il est devenu Akiva, Akiva de Vinci. Il est parti apprendre la Torah. Et ce Kiddush Hashem-là, que Yucho il avait fait, cette bonne conduite et ce bel enseignement que Yucho il leur avait appris, il est resté avec lui pour toute sa vie. 2 ans après, c'était donc la conversion de Léo. Donc Léo, il s'est converti 2 ans après cette histoire-là en Eretz Israël. Yucho et Sergio, ils ont voyagé spécialement. Sergio était tellement heureux ce jour-là. Lui, il n'avait plus la force de faire des grands changements dans sa vie, mais était tellement heureux que son fils, il réussisse dans sa vie, pas comme lui pensait, mais de la vraie façon. Peu de temps après, Sergio, il est mort. Et Akiva, Léo, il a toujours été resté très lié à Monsieur Yucho. Et Akiva, il s'est marié, il a fondé une famille de Béné Israël, de Bné Torah. Ses enfants sont partis dans des yeshivot et toujours il leur rappelait. Rappelez-vous de cet enseignement-là de Rabbi Akiva. Chaviv Adam Shenivra B'Tselem. Un homme, il n'est pas défini par les actions qu'il fait. Et même si quelqu'un il a fait des actions, il peut toujours se dire, maintenant je reviens vers Hachem, maintenant je vais bien me conduire, maintenant je reviens à ma bonne conduite. Toujours il leur rappelait ça. Et chez lui à la maison, il y avait un grand tableau. Et dans ce tableau-là, on voyait d'un côté le village de Vinci, d'un côté, on voyait des maisons de son village de Vinci, de l'autre côté, on voyait un Sefer Torah. Et lui, il disait, moi, de Vinci, je suis arrivé à la Torah. Et il disait à ses enfants avec un sourire, mon papa, il m'appelait Akiva de Vinci. Voilà, ça c'était l'histoire. L'histoire est terminée. Les enfants, j'espère que vous avez apprécié cette histoire. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Et c'est le moment de dire que sur Metikut, il y a encore plein, 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 plein d'histoires. Bezrat Hashem, après Shavuot, il y aura Blineder, une nouvelle histoire suivie que vous pourrez écouter. Je commencerai à mettre après Shavuot une nouvelle histoire suivie. Et les enfants, ça me fait très plaisir d'entendre les enregistrements que vous faites, que ce soit les chants, quand vous chantez des chants de Métikout ou bien des autres chants, quand j'entends dans les interviews, quand je vous entends, et aussi des enfants qui laissent des gentils messages de remerciement, ça me fait toujours très, très, très plaisir. Et les enfants, ce soir, ça commence Shavuot. Et la fête de Shavuot, comme j'avais dit avant, c'est ce moment spécial qui s'appelle le Chag Matan Torah, mais c'est à nous d'être Mekabel la Torah. Alors je vous fais tous la bracha, qu'on soit tous Mekabel la Torah, qu'on reçoive la Torah et qu'on soit tellement content qu'on réalise la chance qu'on a d'étudier la Torah, de pouvoir la respecter et de pouvoir chacun s'investir dans la Torah. Continuez tous à bien étudier. Soyez Bezrat Hashem tous des grands, grands, grands Talmidei Chachamim. Et je vous dis Chag Sameach. Juste avant de terminer, je rappelle que depuis déjà 3 semaines maintenant, il y a un feuillet chaque semaine de Divrei Torah de Metikut. C'est possible d'aller sur le site de metikut.com et pour le télécharger, le feuillet de Shavuot, et aussi pour s'inscrire à le recevoir chaque semaine. Il y a là-bas un endroit pour entrer une adresse mail pour s'inscrire. Dans le feuillet, il y a une bande dessinée
avec un Dvar Torah. La bande dessinée, c'est un mashal ou bien une histoire qui illustre le Dvar Torah. Alors les enfants, je vous dis tous Chag Sameach, à très bientôt et Bezrat Hashem encore une fois, Yehi Ratzon, que vous soyez tous des grands Talmidei Chachamim et que vous grandissez dans la Torah. Vous pourrez, après Shavuot, voir sur le site de Metikout l'enregistrement de ce Zoom et aussi écouter dans le menu 4 l'enregistrement de ce Zoom. À bientôt, Chag Sameach, au revoir tout le monde.